Salut chers traders rentables, bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Tu le vois, je suis pas tout seul, je suis accompagné d'Ibrahim Chauvin. Tu vas voir, Ibrahim est trader indépendant depuis de nombreuses années, donc il va te partager son parcours. Salut Ibrahim. Salut Alexandre. Bienvenue. Donc dans cette vidéo, tu vas voir, il va partager son parcours, il va te donner quelques petites astuces pour passer au niveau supérieur. Et puis si tu es débutant, eh bien ça va être l'occasion de voir comment tu peux démarrer et progresser. Juste avant qu'on te partage tout ça, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et puis tu pourras rejoindre des milliers d'investisseurs en bourse qui sont abonnés à cette chaîne. Allez, c'est parti. Alors salut Ibrahim, est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, je m'appelle Ibrahim Chauvin, j'ai 22 ans, je trade sur les marchés financiers depuis maintenant 5 ans et 2 ans depuis que j'ai monté mon école. D'accord, donc tu fais ça depuis que tu es adolescent? Exactement, depuis que j'ai presque 18 ans, on va dire. D'accord, ok. Comment ça t'est venu de trader comme ça? J'ai regardé des émissions quand j'étais plus jeune, notamment sur M6, il me semble, c'était sur Zone Interdite, sur le trading et ça m'avait intéressé. À ce moment-là, j'étais au collège, j'avais 13 ans et je m'étais intéressé sur Internet, etc. Et ça a accroché. Ça a accroché, j'ai décidé de faire le grand saut, le grand pas à l'âge de 18 ans. Ok, ça t'a pas fait peur au début? Pas vraiment, non, pas vraiment, parce qu'en fait à cette époque-là j'avais quitté l'école. Je voulais vraiment me lancer dans quelque chose d'un peu plus sérieux, faire un peu plus d'entrepreneuriat, monter une entreprise ou quelque chose comme ça. Et donc non, c'était quelque chose où j'étais décidé à me lancer dedans en fait. D'accord, ok. Comment ça t'est venu un peu, tu vois, cet engouement? Je présume que tu es passionné un peu des marchés si tu fais ça depuis ton adolescence. Franchement, je saurais dire honnêtement, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup en général. Je pense que le trading, ça me correspond personnellement. Je pense que le trading, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est soit on aime, soit on n'aime pas du tout. Bien sûr. Et je pense que vraiment pour pouvoir vraiment trader, faire de l'argent, etc., il faut vraiment être passionné par ce métier. Tu as eu des difficultés au départ? Beaucoup, notamment le capital de départ. Tu as commencé avec un petit capital? J'ai commencé avec un petit capital et j'ai commencé avec 300 €. D'accord, c'est drôle parce que je sais pas pour vous, mais moi j'avais commencé aussi avec 300 € et ça n'empêche pas, c'est vraiment ça que vous disiez, c'est que ça ne vous empêche pas après de réussir. Tout à fait. Le capital de départ c'est une chose, mais ça vous empêche pas de passer peu à peu, de faire grossir ce petit capital, de mettre plus d'argent dessus. Et c'est pas parce qu'on a un petit capital comme Ibrahim qui a eu 300 €, moi j'ai eu aussi 300 € au début, que j'ai totalement cramé. Et ça n'empêche pas de se reconstruire, de retester d'autres choses. Je présume que ça a dû être pareil pour toi. Tout à fait, oui. La première heure, mes premiers trades en réel, j'ai du coup fait 100% sur 300 €. Cool. Alors forcément, je savais pas ce que c'était la gestion de risque, etc. Je mettais un lot standard sur 300 €, donc ça fait beaucoup. Et donc j'ai perdu les 600 € le lendemain. Voilà, donc ça a été assez rapide pour moi. Expéditif. Je pense que ça a été une très bonne expérience dans un sens, parce qu'au final, on est tous à perdre notre premier investissement au final. Et ça m'a justement permis de comprendre ce qu'est la gestion de risque, l'analyse technique, etc., les règles de priorité et ainsi de suite. Ok. Ça t'a pas freiné? Ça t'a donné la motivation? Non, ça m'a donné la motivation, oui, tout à fait. Ouais, ça m'a donné la motivation de comprendre pourquoi j'ai perdu et justement d'essayer d'être meilleur, quoi, tout simplement. Ouais. Comment tu t'es accroché du coup pour devenir trader rentable? J'ai beaucoup étudié. Passé beaucoup de temps devant les graphiques, devant l'écran, sur tous les sites internet possibles. Voilà, c'est vrai qu'Internet est assez vaste, donc je pense qu'on peut retrouver beaucoup de choses. Puis quand on trouve des choses en commun, on peut justement commencer à creuser un peu plus. T'as mis combien de temps à devenir rentable, à te créer vraiment des revenus de la bourse? Je dirais 2 ans au moins. 2 ans, au moins 2 ans. En sachant que je suis pas passé du coup par une formation, je suis pas passé par un formateur. Autodidacte. J'ai dû faire absolument tout seul. Mais non, concrètement, oui, 2 ans plus 1 an où vraiment je me suis entraîné en réel. Voilà, donc une totalité de 3 ans, je dirais, dans l'ensemble. Ok. Voilà. Après, ça t'a permis du coup d'avoir des gains réguliers. Tout à fait. D'être serein dans ce que tu faisais. Tout à fait, de monter un plan de trading, avoir vraiment une gestion de risque stricte, pas comme à l'époque justement, et de comprendre en fait ce que je faisais, surtout. C'est bien sûr. La chose la plus importante. Ouais. Qu'est-ce qui fait en fait, selon toi, qu'un trader peut stagner pendant des mois? Peut-être que c'est votre cas actuellement, peut-être que c'est ton cas, que tu stagnes depuis de nombreuses années, ou peut-être que tu débutes et que tu souhaites savoir, qu'est-ce qui va faire que tu deviens, trader rentable, ou que des fois tu entends des personnes qui disent, moi ça fait des années que je suis très rentable, je suis trader plutôt perdant, je sais pas comment passer au niveau supérieur. Je pense que dans l'ensemble, ce qui va vraiment différencier et permettre à un trader de commencer à gagner, c'est de comprendre ce qu'il fait en fait. D'accord. Je pense que quand on débute tout, c'est normal, on ne sait pas exactement sur quel marché on trade, on ne le connaît pas, on ne maîtrise pas encore l'analyse technique, etc. Je pense qu'à partir du moment où on commence à comprendre pourquoi on a gagné et surtout aussi pourquoi on a perdu,
c'est là qu'on va devenir, qu'on est sur le bon chemin en fait. Du coup, tu as, je présume, un money management très, oui, tout à fait, très strict. Tout à fait, oui. Sur chaque méthode. J'ai des méthodes, j'ai plusieurs méthodes spécifiques en fonction du contexte, en fonction de mon marché, etc. Et je ne vais pas trader en fait en fonction de l'analyse technique, mais plutôt en fonction de mes indicateurs. Donc je vais plus avoir des stop loss fixes, des objectifs un peu plus fixes, plutôt que de laisser des supports, résistances, etc. décider et ainsi de suite. D'accord. Du coup, tu as un plan de trading, je présume, ou quelque chose que tu suis? Tout à fait. Tous les matins, déjà, je commence à analyser mes marchés, en sachant que personnellement, je suis beaucoup plus spécialisé sur le DAX, donc sur l'indice allemand. Cool. Comment c'est un indice que je trade depuis pas mal de temps. Pourquoi le DAX? Parce qu'il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus, on va pas dire simple, mais quand même un peu moins compliqué à l'analyse technique, je trouve. Les mouvements sont plus logiques que sur le Forex où il y a énormément de débutants, surtout ces derniers temps, depuis que le trading est accessible à maintenant tout le monde via Internet. Et je pense que voilà, justement, ce qui fait que le DAX est un actif intéressant, c'est que ces mouvements sont plus intéressants à capter. Les stratégies sont plus gagnantes, je trouve, sur cet actif que sur le reste du Forex, etc., matières premières et ainsi de suite. Du coup, tu trades que sur le DAX ou tu te permets aussi d'avoir d'autres… Je me permets, si jamais, comme en ce moment il y a le DAX qui est en temps range, je me permets de faire quelques trades justement sur le Forex, mais ça reste rare. Honnêtement, je préfère vraiment attendre. C'est pas ta stratégie principale? C'est pas ma stratégie principale. Je préfère attendre justement d'avoir certaines configurations sur le DAX et ne pas trader pendant 2, 3, 4 jours, ça m'arrive. Voilà. Ça reste dans mon plan et tant que le retour sur investissement est bon, ça vaut le coup d'attendre. Alors je sais pas si tu as remarqué, tu as entendu ce qu'Ibrahim a dit, mais ça lui arrive de ne pas trader pendant des journées. Donc, tu vois, des fois, on se dit, voilà, comment un trader rentable, il arrive à gagner de l'argent, il doit faire beaucoup de trades dans sa journée, il doit faire que ça. Pas forcément. En fait, ça dépend des stratégies de chacun. Moi, je sais que, par exemple, je passe 2, 3 trades par jour. Il y a des journées, des fois, où je ne fais pas de trading parce que les marchés ne sont pas forcément aptes à trader, donc je préfère rester de côté. C'est exactement ce qu'a dit Ibrahim, c'est que des fois, peut-être que le marché n'est pas là, peut-être qu'il réagit moyen, donc il faut savoir rester à côté. Et il vaut mieux privilégier des bonnes entrées en position, un peu en mode sniper, plutôt que de vouloir rentrer à tout prix pour vouloir un peu trader. Je pense que tout à fait. Je pense qu'une erreur commune que font la plupart des traders, c'est justement de vouloir essayer de provoquer l'opportunité, alors que c'est pas à nous de provoquer l'opportunité, c'est plutôt au marché de nous donner l'opportunité, puis ensuite la saisir. Je pense que c'est vraiment une des erreurs les plus communes au final, notamment via l'overtrading. C'est une erreur bien classique des débutants. D'ailleurs, en parlant d'overtrading, est-ce que tu penses que la psychologie a vraiment un gros rapport avec le fait d'être rentable ou non en bourse? Bien sûr. Je pense que ça reste un des piliers principaux. Je pense que tout le monde sera d'accord au niveau de la psychologie. C'est vrai que la psychologie, elle englobe un peu tout. Elle englobe aussi tout ce qui va être décision sur la gestion de risque, décision sur le plan de trading, etc. Donc au final, la psychologie, c'est pas quelque chose que l'on a à l'instant T, c'est plus quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure de son expérience. Et ça va vraiment vous permettre de vous différencier par rapport à des traders qui sont un peu moins rentables ou pas rentables du tout en fait. Ça t'arrive de trader par impulsivité? Tu sais, des fois où… oui, bien sûr. Ça m'arrive encore de faire des petites erreurs par-ci par-là parce que on n'a pas tradé pendant 4 jours et puis on croit avoir une opportunité et puis on est pressé et puis on dit mais après on se rend compte que n'y a pas d'opportunité du tout. Donc ça arrive forcément de faire des petites erreurs comme celle-ci, mais voilà, il faut qu'elles soient rattrapées rapidement par la suite. Tout à fait. Même les meilleurs traders du monde font des erreurs, c'est obligé. Exactement. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que vraiment la martingale gagnante en bourse n'existe pas. Il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Tu auras des trades perdants, tu auras des trades gagnants. Et comme l'a dit Ibrahim, c'est la gestion du risque et la psychologie, c'est la clé pour faire la différence. Donc, mets-toi bien ça en tête. Ne cherche pas à avoir des stratégies gagnantes à 100%. Peut-être que, je sais pas, dans ton cas au début, moi je parle pour moi, mais c'est vrai qu'il y a quelques années quand j'avais débuté, je changeais tout le temps de stratégie parce que je cherchais toujours à avoir, là j'ai fait un trade perdant, du coup ça doit peut-être pas être la bonne stratégie. Exactement. Et je pense que c'est pas la bonne manière de faire. Exactement, c'est sûr, moi j'ai passé des heures et des heures devant l'écran à trouver des indicateurs entre guillemets magiques qui allaient me donner des opportunités tout le temps et tout le temps gagnantes en fait, et non, ça n'existe pas du tout. En fait, plus je me suis mis à chercher ces indicateurs-là, plus je suis retourné justement vers les indicateurs de base, où je me suis rendu compte qu'en fait c'est vraiment ces indicateurs de base qui, dans l'ensemble, donnent de bonnes informations, suivant forcément son utilisation, et vont nous permettre de faire du profit tout simplement. Bien sûr. Mais c'est vrai que non, le Saint Graal il n'existe pas. Tous les indicateurs qu'on voit sur internet qui prennent des plus hauts et des plus bas, donc tout ça c'est repeint, tout ça c'est dans le passé, etc. Donc non, clairement il n'y a pas de Saint Graal, c'est de l'expérience, de la maîtrise et du temps. Du coup, quels utilisateurs tu privilégies toi pour ton trading? C'est quoi ton petit indicateur que tu aimes bien?
J'en ai pas de préféré, je dirais plus un ensemble de type les points pivots, les moyennes mobiles. Je trouve que ça reste vraiment deux indicateurs qui sont nécessaires et j'ai limite envie de dire obligatoires. Après, ça dépend comment on va s'en servir, forcément. Personnellement, je ne vais pas forcément me servir des indicateurs de la même manière que tout le monde s'en sert. Je vais plutôt essayer de trouver leur sens caché en modifiant justement leurs paramètres, etc., leur utilité sur les unités de temps, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à bidouiller là-dedans, dans les indicateurs de base, notamment stochastique, moyenne mobile, le RSI aussi, qui est vraiment très intéressant. Ça dépendra vraiment de comment on va s'en servir au final. Parce que c'est vrai que si on s'en sert d'une manière basique, sur vente, sur achat, on tourne vite en rond, je pense. Ouais, et puis le problème, c'est qu'on a souvent tendance, quand on est débutant, à vouloir faire confiance à 100% à son indicateur. Tout à fait. Sans comprendre qu'un marché financier, il y a des personnes derrière. Nous, quand on trade, on sait qu'il y a des investisseurs qui sont de l'autre côté de l'écran, à l'autre bout du monde, peut-être même juste à côté de ton voisin qui trade. Et ça, ça a une incidence sur les marchés. Donc, si tu es débutant actuellement, vraiment, la chose à comprendre, c'est qu'un marché financier, un actif, quand il bouge, c'est une loi de l'offre et la demande. Donc, ce sont des personnes qui, effectivement, achètent et vendent. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, faire trop confiance à son indicateur, c'est oublier ce côté, on en revient toujours à la psychologie, qu'il y a des acteurs derrière, même s'il y a beaucoup de robots maintenant. Tout à fait, oui. Mais voilà, ça fait quand même partie du jeu. C'est sûr, il ne faut pas oublier que ça reste un marché vivant au final. C'est un marché vivant. Il faut justement, notamment pour ça que je trade le DAX, c'est je trouve qu'on arrive à plus ressentir les émotions du marché via le DAX que sur les pertes de Forex, ou comme c'est coté 24-24, ça reste assez difficile de comprendre la tendance principale ou même l'émotion principale, je dirais, à l'instant T. Il y a des horaires où tu ne traites pas et d'autres que tu privilégies? Je vais plutôt privilégier le matin, entre 9h et 11h. Je trouve que entre 9h et 11h, ça reste très intéressant. C'est là où on a tous les nouveaux traders, etc. Il y a de l'impulsion, surtout à partir de 9h forcément pour l'ouverture du cash. Et je vais plutôt éviter tout ce qui va être aux alentours des États-Unis, l'ouverture États-Unis. C'est ça. Donc grosso modo, à partir de 15h, je dirais, je commence à un petit peu éviter de prendre des positions jusqu'à environ 16-17, jusqu'à que le marché fasse T'es plus scalping, intraday? Je suis plus, en fait, j'arrive pas à me définir entre scalping et intraday, du coup j'ai pas entre un game inventé, mais je dirais plus je fais de l'intra-scalping. Donc c'est pas du scalping pur, parce que le scalping c'est vrai que ça reste du 3-4 points peut-être, voire 5, et l'intraday c'est plus une vingtaine, une trentaine. Moi je prends 10 à 15 points en moyenne. Je peux avoir peut-être 5 opportunités dans la journée, peut-être une, peut-être 0, mais je dirais qu'un trade, voire 2 dans la journée, ça me suffit largement. Excellent. Donc je me situe vraiment entre les deux pour pas prendre position entièrement. Tu sais comment j'appelle ça, moi? Parce que je fais exactement pareil que toi. J'appelle ça du scalping gourmand. D'accord. On ne prend pas 2-3 points, mais on essaye de gratter un peu plus, 10-15 points. On est un peu gourmand là-dessus. Excellent. Excellent. Est-ce que tu pourrais donner 3 conseils, pour quelqu'un qui commence? Peut-être que tu commences, ou peut-être que tu n'as pas encore commencé, ça te fait peut-être un peu peur d'investir en bourse. Est-ce que, Ibrahim, tu pourrais donner justement 3 conseils à quelqu'un qui débute en bourse? Bien sûr. Mon premier conseil, ce serait déjà, pour le premier dépôt, je pense que c'est le plus important, je vais directement aller là-dessus, de toujours miser, on va dire, investir de l'argent qu'on est prêt à perdre. Voilà, comme justement l'exemple qu'on parlait des 300 €. Bon, à l'époque, je n'avais pas forcément 300 € à perdre, mais on va dire que j'avais encore ça reste limité, 18 ans. C'est pas un patrimoine. C'est pas 5 000 € que j'ai économisé toute une vie. C'est ça. C'est plus 300 €, on me l'avait offert à mon anniversaire. Bon, j'en ai profité. Donc je dirais vraiment maîtriser son premier dépôt et se dire que cet argent-là, il y a une très 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 forte chance qu'on la perde. Donc il ne faut pas commencer à investir, je sais pas, 10, 100 000 €, parce que ça peut, si on est gourmand, en tout cas si on n'a pas la psychologie adaptée, et en tant que débutant, on peut très très rapidement cramer le capital, clairement. Le deuxième conseil, je dirais de jamais trop risquer sur une position en particulier. On t'investit pas tout? C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans l'ensemble, après ça dépend du capital au final, mais on va dire jamais plus de 5%. Et encore 5%, ça commence à faire beaucoup, mais jamais plus de 5% pour limiter, par position bien évidemment. Parce que c'est vrai que moi-même à mes débuts, je mettais par exemple 70-80% de mon capital sur une position. Bon forcément, si on perd, c'est fini quoi. On est tous pareils. En plus, du coup, sans stop loss. Et ça, du coup, ça revient au troisième conseil, je dirais toujours trader avec un stop loss.
Je pense que c'est une des choses. Est-ce que tu peux expliquer le stop loss? Alors le stop loss, c'est tout simplement un stop de protection qui va vous permettre de perdre un maximum à un moment donné. Donc par exemple, je sais pas, j'ai un capital de 10 000 euros, je suis prêt à investir 1%, donc ça va faire 100 euros. Donc je vais mettre par exemple 100 euros au maximum de risque sur ma position. Ce qui fait que même si, bon, logiquement, il y a un crash boursier ou quoi que ce soit, normalement, je perds du coup 100 euros maximum. Normalement, en tout cas. Cool. Les risques, les crashs boursiers, ça reste différent, mais voilà. Donc toujours placer un stop pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Le stop loss, c'est la base. Parce que quand on commence à perdre beaucoup plus que ce qu'on investit, bon, bah, du coup, là, on finit sur des ratios négatifs et ça devient inintéressant. Voilà, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Surtout qu'en plus, le stop loss est gratuit. C'est ça. Donc autant en profiter. Surtout, ça permet de savoir combien tu peux perdre au maximum, de ne pas être un peu dans le flou. Donc ce fameux stop loss, c'est vraiment l'une des clés à bien retenir. Voilà, tu as un ordre assez de déclenchement, tu as plein de petites techniques super rapides pour placer un stop. Et c'est vraiment la clé, je pense, pour réussir. Exactement. Après, je sais qu'en tant que débutant à l'époque, c'est vrai que le stop loss, on peut voir ça comme quelque chose de négatif au final. Au début, on se dit, bon, on va perdre de l'argent, donc à quoi ça sert? Sauf que, bon, je pense qu'on l'apprend à nos dépens que le stop loss, c'est quelque chose d'obligatoire sur chacune des positions. Parce que quand on se retrouve à perdre peut-être 4 fois plus que ce qu'on avait prévu à cause d'un gap, un trou de cotation, etc., ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal. Et d'ailleurs, maintenant, avec l'expérience, est-ce que, tu sais, souvent les débutants, ils ont tendance à vouloir mettre le stop le plus proche du niveau d'ouverture. Est-ce que toi, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça maintenant avec tes années d'expérience? Au niveau de mon stop, c'est vrai que ça dépend après de l'unité de temps sur laquelle on se place, de son style de trading, mais c'est vrai que comme tu dis sur du scalping gourmand, je vais plus avoir des stops aux alentours de 5 à 8 points, 8 pips en gros, pour faire simple, pour justement, j'essaye en tout cas de capter des mouvements de flux. Donc l'objectif c'est quand même de prendre un mouvement assez rapide, qui puisse pas justement se retourner, partir en correction. Donc idéalement, voilà, j'ai un stop moyennement faible, je ne vais pas dire faible parce qu'on n'est pas sur du 2 points, mais j'ai un stop moyennement faible pour pouvoir justement avoir des ratios plus importants, tout simplement. D'accord. Et il est, j'ai envie de dire, automatique, il va être calibré quand tu vas ouvrir sa position, il va être mis automatiquement à 5 Il est automatique, oui, il est automatique. Ouais. Ça dépend après de la méthode que j'utilise, mais oui, il est automatique. Je vais toujours mettre un stop avant même de prendre la position et jamais un stop que je vais bouger ou quoi que ce soit. Non, toujours automatique selon la méthodologie. D'accord, ok. Ok, donc Ibrahim, là tu vois, il t'a donné 3 conseils. Est-ce que Ibrahim, tu peux juste les redonner, faire une petite synthèse de ces 3 conseils? Bien sûr. Donc premier conseil, c'est par rapport au premier dépôt. Donc ne pas justement miser, tout simplement déposer un capital trop important qu'on peut perdre par la suite. Donc la plupart du temps, on le perdra. Deuxième conseil, c'est par rapport à la gestion de risque, ne pas justement placer trop de risque sur une position, donc 5% grand maximum, et encore déjà c'est assez important, tout dépend de la taille du capital initial. Et du coup le troisième conseil, c'est par rapport au stop loss, toujours mettre un stop loss de protection pour éviter de perdre beaucoup plus que ce que l'on peut supporter, ou même que le compte peut supporter tout simplement. Oui, bien sûr. Alors je te propose Ibrahim, qu'on aille un peu plus loin dans cette interview. Je propose de te prêter à mon PC, qu'on fasse un peu d'analyse technique ensemble. Pas de souci. Et en fait, pourquoi je vais donner mes graphiques à Ibrahim, juste pour qu'il te montre, tu vois, qu'il te partage 3 techniques secrètes qu'il utilise en analyse technique. Donc ça va te permettre peut-être de débloquer certaines choses et de comprendre un peu plus sur l'analyse technique et comment un graphique boursier fonctionne. Ça te chauffe? Parfait. Go! Donc voilà, comme je t'avais dit, Ibrahim va pouvoir te montrer 3 techniques secrètes en analyse technique qu'il utilise. Donc je pense que ça va être le bon moyen de voir un peu comment il fonctionne. Donc on va te mettre les graphiques juste maintenant. Voilà. Donc Ibrahim, je te laisse faire. Prends ton pied. Fais-toi plaisir. Ça marche. Du coup, premier conseil que je pourrais donner, c'est notamment via l'utilisation du point pivot. Je trouve que le point pivot, c'est un indicateur qui reste beaucoup trop souvent pas assez utilisé, tout simplement. Personnellement, je me sers uniquement du pivot. Tout ce qui va être résistance, etc. Hop, je les enlève à chaque fois. C'est pas mon objectif premier. D'accord, tu gardes que le point pivot du milieu. Tout à fait. Hop. Ensuite, donc, je vais avoir... Après, on a tous nos couleurs, etc. et tout. Voilà, donc du coup on est sur un graphique journalier sur l'euro-dollar, donc je vais plutôt privilégier une période en mensuel. Je vais désactiver afficher uniquement la dernière période. Excellent. Et ça va me donner du coup, et ça va me donner du coup cet historique là sur le point pivot. Ce qui va ensuite être nécessaire pour l'analyse technique, c'est d'ajouter un remplissage.
que je vais faire entre le prix justement et le pivot. Ok. Hop, et voilà. Et en fait, ça va me permettre justement d'avoir un suivi de tendance, qu'on soit justement journalier, qu'on soit en H4, qu'on soit en H1, toujours sur un suivi de tendance précis sur les points pivots. En sachant que du coup les points pivots ça reste sur du journalier c'est tous les jours, etc. Sur le mensuel c'est tous les mois. Donc on reste par rapport à son unité de temps, on reste quand même on va dire fluide dans son mouvement. On reste en adéquation avec les mouvements, je veux dire dans le passé, cool. à X temps le passé. Donc je pense que voilà, le point pivot reste un élément très important et c'est pour ça que personnellement je vais jamais, ou en tout cas très rarement, trader contre le point pivot de mon unité de temps. Donc si par exemple tu peux juste, tu vois, pour ceux qui nous écoutent, redire ce qu'est un peu en quelques mots le point pivot? Alors le point pivot, c'est tout simplement, on va dire, une moyenne. Donc en général, c'est le plus haut, le plus bas, plus la clôture divisé par 3, donc de la veille. C'est vraiment un actif qui va être important justement pour le suivi de tendance. Voilà, je m'en sers uniquement de cette manière-là. Je sais que beaucoup s'en servent aussi pour les supports et résistances. Je préfère me servir du cours directement. Mais voilà, effectivement, le point pivot, c'est un indicateur comme tous les autres, mais qui suit essentiellement la tendance. Ok, tu t'en sers pour une ouverture de position, fermeture, ou pour une définition des objectifs? Je m'en sers uniquement comme la définition de la tendance. D'accord, voilà, je vais vraiment m'en servir comme un indicateur visuel, purement visuel. Donc je ne vais jamais prendre des décisions grâce à ça, c'est-à-dire je ne vais pas prendre de trade grâce à ça. C'est pas pour moi un indicateur de timing, mais ça va être plus un indicateur de tendance, un indicateur visuel qui va me permettre de trader à la hausse ou à la baisse, ou du coup pas du tout. Ouais, ça te permet d'avoir là d'un seul coup d'œil, là je sais pas si tu vois, mais c'est vrai que c'est vachement visuel quoi. On voit que c'est vert, tendance haussière, rouge, tendance baissière. On peut pas faire plus simple. Exactement, je me sers beaucoup de cette simplicité justement, et d'ailleurs des couleurs disponibles sur la plateforme ProRealTime pour justement pouvoir avoir ce côté visuel très simple et qui est quand même un impact direct. Donc bon, là on est en journalier, si je suis en M15 je vais plus me servir du point pivot journalier, si je suis en H1 je vais plus me servir du point pivot hebdo, et en fonction justement des différentes informations que me donnent les points pivots, je vais pouvoir sélectionner une tendance. Excellent. Et je vais pouvoir trader dans ce sens. Donc là on peut voir qu'en ce moment l'euro-dollar théoriquement il est sous, alors ça dépend, juste ici c'était le 13, donc là théoriquement on est au-dessus du point pivot mensuel. Je pensais qu'on était toujours en temps réel, mais non, du coup pour l'instant on est au-dessus du point pivot mensuel. Donc là par exemple sur l'euro-dollar, mes trades vont commencer à s'orienter à la hausse, tant qu'évidemment que le point pivot mensuel est haussier, que les points pivot hebdo à côté suivent dans l'ensemble. Voilà. Ok, cool. Donc ça c'est la première astuce pour justement me définir un sens de trading, et ça je regarde ça tous les matins obligatoirement pour ne pas me tromper. Voilà. Donc je sais pas si tu as vu, franchement c'est super simple à mettre en place. Tu as juste qu'à télécharger la station de trading ProRealTime. Donc ProRealTime, tu tapes ça sur ton moteur de recherche préféré. Tu vas trouver ça et tu vas pouvoir, regarde la vidéo à nouveau si tu veux revoir comment Ibrahim a fait. Mais ça prend 2-3 minutes et en un seul coup d'œil comme ça, ça te permet d'avoir la tendance. Donc super astuce. Merci Ibrahim. Ensuite, deuxième astuce. Alors, attends, je vais supprimer tout ça avant. Voilà. Du coup, ensuite, deuxième astuce, c'est par rapport à l'aspect graphique. Je vais énormément me servir des trendlines, donc tout ce qui va être des obliques. Je vais énormément me servir des historiques aussi d'obliques pour justement avoir des points de repère. Et lorsque le marché va justement partir sur ces points de repère, on sait qu'on a des zones qui vont être énormément travaillées ou pas. Donc, je prends l'euro-dollar par exemple. Alors, je me sers énormément des clôtures par exemple. Juste ici, donc on peut voir une trendline. Alors c'est vraiment très simple en fait dans l'ensemble. Enfin, si on a un petit canal, bon, rien de bien excitant, mais au final, en fait, la multiplication de trendline, je pourrais prendre une ici, la multiplication de trendline en fait va faire que on va arriver vraiment à trouver une tendance dans un premier temps, et justement des moments où le marché peut justement bouger. Je prends par exemple cet exemple ici. Avec cette trendline principale en journalier, à la cassure, on voit bien que le marché est parti en range par la suite, et c'est ça qui nous a permis d'établir un scénario que c'est du range, donc on va plutôt patienter et on va attendre une évolution future du marché. Donc on pourrait se servir d'énormément d'autres trendlines. Alors sur le dollar, on pourrait prendre celle-ci par exemple. De toute façon, ça suit toujours un canal, de toute manière. Les prix évoluent jamais de ligne droite, ça évolue toujours par vagues, c'est ce qu'on appelle des vagues. Et là on le voit bien,
Là, on a pris un graphique comme ça, Ibrahim voulait prendre l'euro-dollar, hop, et là on voit très bien que ça évolue en canal, range, dynamique, c'est toujours la même chose au final. Voilà. Ouais. Donc bon, là, ça peut paraître tout simple. C'est vrai qu'il y a énormément de trendlines à dessiner. Elles sont pas toutes importantes, mais on le sait justement quand le marché va arriver dessus. Par exemple, cette trendline haussière, bon, elle n'est pas très importante, mais au final, ça nous a donné une belle baisse du cours. Et si justement on est orienté à l'achat, ça peut nous permettre de nous dire, bon, là, effectivement, on va plutôt mettre en pause l'achat et repartir justement quand cette trendline va être reprise ou etc. Voilà, ça va dépendre vraiment de l'orientation des trendlines, de leur positionnement, etc. Mais concrètement, voilà, c'est vrai qu'elles ont un aspect quand même assez important sur les marchés financiers qu'il faut quand même pas oublier. Est-ce que selon toi, une trendline, plus elle est longue, plus elle est importante? Comment tu traites l'importance sur une trendline pour toi? Alors, plus elle est longue, plus elle est historique, forcément, plus elle va être importante, mais aussi au niveau du plus haut et du plus bas. Ça veut dire si le plus haut, il est vraiment, on va dire, simple à visualiser, ou si c'est un plus bas, par exemple, si c'est un plus haut comme celui-ci, où on voit bien qu'il est tout seul, là on peut voir que ça a de l'importance si ça va passer sur deux autres plus hauts. Mais un plus bas comme par exemple, je dirais, celui-ci, qui est un tout petit peu moins important parce qu'il est un peu moins creusé. Donc je dirais vraiment tout dépend de la forme du plus haut et du plus bas, tout va dépendre aussi de son historique, tout dépend aussi forcément de combien on va avoir de points de contact dessus, etc., etc. Donc tout va dépendre du contexte, effectivement. Sur le DAX, je préfère plus privilégier les points de contact et on va dire la forme du plus haut et du plus bas. D'accord. Voilà. C'est vrai que chaque actif évolue différemment. Tout à fait. Donc c'est vrai que même avec les droites de tendance, c'est un peu différent. C'est pour ça qu'il faut éviter souvent d'être sur 10 000 actifs différents. Il vaut mieux être, comme on appelle, un peu spécialiste de son actif, plutôt que de vouloir regarder, je sais pas moi, 10, 12, 16 valeurs différentes et être un peu perdu parce qu'au final, chaque actif va évoluer, chacun à sa manière. Donc c'est bon pour les mèches, c'est bon pour la grandeur des bougies, c'est un peu valable pour tout. Donc vraiment, retiens ça, cherche plutôt à être spécialiste, focalisé sur 2-3 valeurs, plutôt que sur des dizaines de valeurs. Tout à fait. Super, merci Ibrahim pour ce conseil. Hop. Et du coup, hop, ici, et du coup, dernier conseil, alors c'est un petit peu en rapport avec les trendlines, mais là du coup ça va être au niveau des lignes horizontales. Je passe beaucoup de temps sur l'analyse technique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et l'analyse technique elle est très intéressante justement pour repérer tout ce qui est niveau support résistance, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en essayant de on va dire, gribouiller le graphique, on peut vraiment arriver à quelque chose de très intéressant. Donc par exemple sur l'euro-dollar, je vais en fait tout simplement m'amuser à repérer les points hauts, les points bas, etc. Tout ce qui va me paraître pas forcément intéressant, mais tout ce qui va me dire quelque chose visuellement, je vais le tracer. Donc ce plus haut, ce plus bas, etc. Donc là ici on a un gap, etc. Donc je vais vraiment en fait essayer de cumuler, c'est vraiment l'addition. On le voit bien, c'est propre. Ouais, c'est vraiment l'addition en fait de ces lignes qui vont donner un résultat intéressant. Donc là par exemple, j'ai une ligne ici, mais j'en ai une ici, donc je vais en faire une double. Donc j'essaie quand même d'être relativement précis, juste là. Hop, et je vais vraiment gribouiller tout ce qui visuellement me parle. Donc tout ce qui est plus haut, plus bas, etc., etc. Donc là par exemple, on a un trou de cotation. Là on a son objectif, donc on vient de le faire. Qu'est-ce qu'on peut ici? On a un stop, on a un petit reverse ici, on a même une belle bougie par la suite. Donc tout ce qui va me parler, je vais le tracer. Et forcément, je vais faire ça sur un unité de temps en journalier, en hebdo, en H4, etc. Et en fait, à force justement de gribouiller à certains endroits, je vais notamment utiliser les points pivots. Je vais essayer de prendre l'historique de tous les points pivots et de les mettre sur tout le graphique. Et à force justement d'avoir ces petites lignes, au bout d'un moment, vous allez avoir des repères comme par exemple celui-ci. Vous voyez, on a pu tracer 3 lignes. Ouais. Je vais pouvoir en tracer une ici. Hop, je vais les regrouper, donc je vais les stacker ensemble. Et ça va me donner justement un niveau qui va être intéressant puisqu'au final, j'ai un regroupement de lignes qui du coup, ces lignes étaient historiquement des résistances ou des supports assez importants sur le marché. Donc de ce fait-là, je vais pouvoir arriver à avoir pas mal de configurations comme celle-ci aussi. Donc pour toi, plus il y a de lignes qui sont un peu convergentes, plus c'est important. Tout à fait. Ça peut paraître bête ou très simple, mais au final, l'analyse technique, c'est pas non plus très très compliqué. C'est juste du bon sens au final et de la logique. Et le fait de vraiment multiplier les lignes ensemble, ça va vraiment donner des zones assez importantes, aussi bien de support que de résistance.
C'est vrai que quand on est débutant, ça peut paraître un peu barbare. Je sais pas pour toi, peut-être que le graphique là qu'on te montre c'est un peu barbare. Mais au fur et à mesure, c'est vrai que quand on regardait le graphique là, on les voit directement en fait, les zones de clés de support et de résistance. Et puis là, on le voit bien, si on met notre souris voilà, sur Avril là, où Ibrahim a mis le rond, on voit bien que là, on a vu résistance, cassé, et ensuite qui a fait office de support. Et c'est vrai que c'est visuel, c'est pratique, on voit la zone de stagnation de marché juste après. Franchement, c'est propre. Tout à fait. Bah, du coup, après, quand on va tout mélanger ensemble, bah, par exemple, si je prends le graphique en ce moment, on a une... alors, hop, mince, c'est pas ce que je vais faire. C'est que j'analyse beaucoup par rapport aux clôtures et non aux mèches. Hop, donc par exemple, ça va donner cette ligne-là, donc celle qu'on a en ce moment. Ça va donner aussi cette ligne ici. Ça va donner cette ligne-là. Donc forcément, quand on débute, on va pas trop bien, c'est un peu compliqué visuellement, mais après c'est vrai qu'on s'y repère très rapidement. Le but, c'est vraiment de tracer ces rectangles jaunes et ensuite de supprimer tous les supports et résistances orange pour ne pas avoir trop de lignes. Donc à partir de là, quand on va rajouter le point pivot, on va du coup pouvoir sélectionner un sens et pouvoir se dire, voilà, si on casse ce marché-là, si on est à la hausse, etc., etc. Donc là, comme on a vu, on est haussier sur l'euro-dollar. Oui. On a une trade line ici qui est assez importante. On a un niveau aussi qui est important. Donc on sait que globalement, en gros, ici, quelque part par là, on a des niveaux vraiment très importants. Donc ça risque de... Tout à fait. Alors, je ne suis pas spécialisé sur l'euro-dollar, du coup, je ne peux pas en dire plus. Mais voilà, pour le coup, on a quand même, on va dire, 3-4 informations communes. Et c'est à nous de faire le boulot en journalier, en H4, en H1 et sur notre unité de temps de trading, de timing. C'est à nous de faire notre boulot justement pour analyser d'une meilleure manière et trouver l'objectif, trouver le niveau qui va faire que le marché va potentiellement libérer un flux à l'achat s'il va jusque-là. Excellent. Est-ce que, on voyait tout à l'heure avec les points pivots, est-ce que tu prends des fois des positions en contre-tendance? Ça t'arrive de le faire ou... Ça m'arrive de prendre des positions en contre-tendance, mais très rarement. Ouais. C'est qu'il y a généralement un contexte. Il y a un contexte comme une très grosse annonce économique la veille. Je prends par exemple, quand il y avait l'élection de Trump par exemple, on était plus dans un marché baissier et puis c'est reparti à la hausse dès le lendemain. Donc ça par exemple c'est en contre-tendance, mais ça reste quand même logique par rapport à ce qui s'est passé la veille. Mais voilà, c'est vraiment les seuls moments où je vais faire de la contre-tendance. La plupart du temps, je préfère me placer dans le centre de la tendance avec tout le monde. Bien sûr. Je préfère gagner avec tout le monde et c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, de cette manière. C'est vrai que quand on voit des gros mouvements, parce qu'au final, tout le monde, on est des petits traders, mais au final, quand on a des grosses institutions, etc., eux, ils ont beaucoup plus de capitaux à investir. Donc nous, concrètement, on ne peut rien. Si on va en contre-tendance, la plupart du temps, on peut vraiment se faire manger. C'est ça. C'est clair. On peut se faire vraiment manger d'un seul coup. Enfin, on peut voir des grosses bougies comme celle-ci là, du 27 juin, des grosses bougies comme celle d'hier sur le journalier. Il y avait quelques annonces économiques hier. Donc voilà, ça fait que le marché peut être susceptible de bouger sur des gros niveaux. Et je pense que c'est plus intéressant de se placer dans le sens de la tendance plutôt que contre. Excellent. Donc concrètement, voilà, 3 astuces. Je ne sais pas si tu savais ce qu'était le point pivot, je ne sais pas si tu savais ce qu'étaient les droits de tendance, qu'on appelle les trendlines, et puis ta dernière technique qu'on vient de voir. Donc franchement, c'est top. Merci Ibrahim pour Avec tout grand ça. Plaisir. Et merci Ibrahim, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, Avec grand pour plaisir. tous les partages. Voilà, il y a eu énormément de choses qui t'ont été données, notamment sur l'analyse technique, notamment sur la présentation d'Ibrahim, que peut-être que ça t'a donné cette petite inspiration, ça a débloqué certains points chez toi. Donc merci encore Ibrahim. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez me retrouver du coup sur Facebook, Ibrahim Chauvin Trading, ou sur YouTube, Ibrahim Chauvin directement. Excellent, voilà. Excellent. Un petit mot de la fin ? Juste pour dire que voilà, le trading ça reste un métier, c'est pas un jeu. Donc faites bien attention, toutes les règles que je vous ai présentées, voilà, c'est des trucs par expérience. Je pense qu'Alexandre, tu pourras valider pas mal de choses qu'on a dit justement sur nos débuts, etc. Donc c'est vrai que miser intelligemment, trader avec logique et pas par impulsion, tout simplement. Excellent, merci Ibrahim. Et juste avant qu'on se quitte, n'hésite pas si tu ne l'as pas encore fait, à liker cette vidéo si tu aimes ce format d'interview et puis à partager, à commenter si tu as des questions, comme ça on pourra y répondre, peut-être qu'Ibrahim le verra et puis il pourra te répondre aussi. Et juste avant qu'on se quitte, n'hésite pas à cliquer juste ici pour télécharger ma série de 3 vidéos en bourse gratuite, donc c'est 9 conseils rentables pour réussir en bourse, même si tu pars de zéro. Voilà, je te souhaite de bons trades, on te dit à très bientôt et à ciao.